la suite de notre cours. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux éléments, c'est-à-dire les facteurs abiotiques et biotiques, comment ils interagissent entre eux pour remodeler et réguler les populations des êtres vivants, bien animales, aussi bien animales que végétales. Cette étude va surtout nous ramener vers le concept de la niche écologique. La niche écologique, d'après c'est les notions d'état écologique qui ont été abordées avant, présente les exigences d'une espèce isolée en fonction de facteurs abiotiques. En fait, quand on a commencé à faire de l'écologie, on s'est intéressé à l'auto-écologie, c'est-à-dire l'étude des espèces, comment ils se comportent, une seule espèce, comment ils se comportent vis-à-vis de son milieu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien compris que chaque espèce, ou bien un individu, n'est pas isolé de son entourage. Donc il est sous l'effet des autres espèces qui vivent dans le même milieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle les facteurs biotiques. Et depuis, on a compris que une espèce il n'est pas représentée dans un territoire comme ça, mais plutôt il a une fonction dans ce territoire, il a un rôle. Et c'est son rôle, c'est-à-dire dans un habitat bien déterminé qu'on appelle la niche écologique. La niche écologique, donc, c'est l'ensemble des conditions dans lesquelles vit et se perpétue une population. Historiquement, la niche écologique s'est développée en fonction, c'est-à-dire depuis 1917, la première définition c'était uniquement l'ensemble des habitats nécessaires à une espèce qui existe dans son aire de distribution, c'est-à-dire si vous avez une espèce qui présente par exemple partout au Maroc, ça c'est les conditions où l'espèce est présente. Donc ça c'est ce qu'on appelle la niche écologique. Puis après, en 1927, Elton a introduit dans le concept de la niche les relations des organismes qu'entretient avec leur nourriture leur ennemi. Donc là on passe à la prédation, proie, le parasitisme. Donc là on passe, si vous voulez, à la notion de la niche écologique fonctionnelle. Au début c'était uniquement une niche, c'est les conditions qui règnent dans le milieu, ou dans l'habitat où on trouve l'espèce, donc ça c'est la niche écologique. Donc on ne parlait pas de l'espèce elle-même, mais on parlait uniquement des conditions qui régnaient dans le milieu. Mais on a compris, comme j'ai dit, que chaque espèce elle a un rôle vis-à-vis des autres espèces qui vivent avec elle, à savoir exactement, ou plus particulièrement, sa nourriture, mais également ses prédateurs, c'est-à-dire ses ennemis. Et donc il y a une interaction fonctionnelle entre les espèces et leur milieu à travers les relations biotiques. 1957, là on conçoit un autre modèle de la niche écologique et là ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'en fait quand on a commencé à étudier la relation de l'espèce avec les autres espèces qui existent dans le milieu, on a compris que les relations établies ils permettent c'est-à-dire d'une façon plus claire la répartition des ressources entre les espèces. C'est-à-dire que quand on a une centaine d'espèces qui vivent aussi bien animales que végétales dans le même milieu, leur présence n'est pas un hasard, mais elle est due aux interactions qui s'établissent entre eux pour établir une chaîne, pour établir des services, pour établir des relations entre eux de parasitisme, de prédation, de commensalisme, de synergie. Et donc toutes ces relations-là, ils vont mettre en place un équilibre entre les espèces dans le milieu. Donc ce n'est pas du hasard, c'est un équilibre qui est déjà établi entre toutes les espèces. Et donc, une espèce, comme j'ai dit, quand il est dans un milieu, c'est qu'il est bien adapté, c'est qu'il a sa place et sa fonction dans cet écosystème. Et cette place-là, elle est presque toujours la même, sauf avec des changements, parce que quand on passe d'un écosystème à un autre, la même espèce, elle va jouer presque le même rôle, mais avec des variations. Ça dépend des espèces qui habitent avec elle. Et je vais vous donner un exemple très simple après, on va le voir. Et donc, là, la niche écologique, elle est passée à une notion d'hypervolume, c'est-à-dire à une dimension. Une espèce, elle est là, il va utiliser l'espace, le temps, la température, tous les facteurs biotiques, il va en prendre une partie pour pouvoir constituer sa niche de n dimensions. On va la comprendre tout de suite parce que ça permet plus ou moins la répartition des ressources plutôt, de toutes les ressources trophiques, énergétiques, spatiales,
temporel, toutes les ressources disponibles. Si on prend l'exemple ici, là vous avez ici une répartition des espèces. Là ce sont des espèces avec une répartition en fonction de l'altitude, c'est-à-dire depuis 0 mètre jusqu'à 2600. Et là, on remarque par exemple, ça j'ai déjà travaillé, ça c'est l'espèce ici, il utilise une température comprise par exemple entre 12 et 22. Et celle-là, il utilise une température entre 20 et 30. Donc ces deux espèces-là, elles sont actives à des températures différentes. C'est que pour utiliser le même espace, on a besoin de se séparer sur le temps d'activité ou bien la température d'activité elle-même. Moi, en tant qu'espèce 1, je suis actif de 12 degrés à 22 degrés. Quand la température est comprise entre 2 et 22, je suis actif. L'autre espèce là, la dernière ici, elle n'est pas active. Donc, il n'y a pas de compétition entre les deux. On est séparé par la température d'activité. Donc ça, c'est la première dimension, par exemple. On est séparé uniquement par la période d'activité. C'est comme si moi, je travaille le jour et toi, tu travailles la nuit. Et donc, on ne se rencontre jamais. Mais tous les deux, on occupe le même espace, avec des temps séparés. Ça, c'est une séparation temporelle. Ça aussi, c'est une dimension chez les espèces. Elles sont actives à la même température. Donc, si ils ne se séparent pas par une autre dimension, ils vont entrer en compétition. Parce qu'ils sont actifs à la même température, entre 10 et 22. Donc il y a possibilité d'avoir une compétition entre eux. Et on va trouver par exemple que ces deux espèces-là, elles travaillent à la même température, mais ils n'occupent pas le même espace. Donc si on passe à la dimension 2, on trouve que ce sont deux espèces qui sont séparées dans l'espace. On est actif toujours à la même température, mais l'espèce 1, il occupe l'espace 1 et l'espèce 2, elle occupe l'espace 2. Et un exemple très simple, si vous voulez, le premier schéma, il y a une seule dimension. Le deuxième schéma, vous avez deux dimensions. La dimension, la première ici, c'est toujours la température. Et la deuxième, c'est la salinité. Donc vous avez deux facteurs abiotiques. Si une espèce est active à une température entre 12 et 24, et l'autre espèce est active entre 24 et 30, donc il y a déjà une séparation. Mais ces deux espèces-là, qui occupaient, ou bien qui sont actives à la même température, il se peut qu'ils se partagent au niveau de la salinité. C'est-à-dire qu'on est actifs toutes les deux à une température entre 10 et 20 degrés, mais l'espèce 1, il occupe un milieu salin, et l'espèce 2, il occupe un milieu d'eau douce. Facteur abiotique est une dimension pour pouvoir séparer les espèces. Ils vont se séparer à travers ces facteurs-là. Donc, à deux dimensions, vous avez ici que chaque espèce, elle va occuper un espace différent. Ici, le deuxième schéma, on a uniquement deux dimensions. Et la troisième figure, on a le cas de trois dimensions. Donc on passe à d'autres dimensions de séparation entre les espèces. La température et le pH, c'est-à-dire l'acidité milieu, est-ce que le milieu est acide ou non. Puis également la disponibilité alimentaire, c'est-à-dire ce qu'ils mangent les espèces, c'est-à-dire la nourriture. Et donc vous voyez ici que cette dimension, cette espèce-là, elle présente, vous voyez, elle présente là, ça c'est sa niche, avec une température, pH et l'alimentation. On peut trouver une autre espèce qui est là. Et donc vous voyez que la séparation, elle est faite en se basant uniquement par trois dimensions déjà. Mais comme il y a plusieurs espèces qui vivent dans le même milieu, donc à chaque fois, les espèces les unes aux autres, elles vont être séparées chacune par des dimensions différentes. L'espèce 1 et 2, ils sont séparés par la température. L'espèce 2 et 3, ils sont séparés par le temps d'activité. L'espèce 3 et 1, là on revient par exemple 3 et 1, ils sont séparés par l'espace. Donc vous voyez que à la fin, on va trouver que les espèces sont en équilibre, ils n'entrent plus en compétition, mais parce qu'ils ont partagé les ressources qui sont disponibles dans
dans le milieu. Donc ça, c'est uniquement à 3 dimensions. Et je vous ai dit que le milieu, c'est un milieu à n dimensions. Donc c'est la niche d'une essence forestière peut être représentée par les axes suivants. Donc vous voyez ici que ça, c'est un exemple d'une niche écologique pour une espèce de plante. C'est que vous voyez ici les différentes dimensions qu'on peut rencontrer. Ça, c'est un exemple. Le sol, la nature du sol, le pH, l'azote, la pluie, les précipitations, la température, le nombre de parasites également, c'est très important, le nombre d'insectes pollinisateurs. Tout ça, ce sont des dimensions qu'une essence forestière peut utiliser pour séparer entre les espèces de plantes qui vivent dans une forêt. Donc moi j'occupe un pH acide, l'autre espèce qui est à côté va occuper un milieu basique, donc on ne va pas pousser dans le même milieu. Un milieu salin, il y a aussi des espèces qui occupent un milieu salin. Par contre, d'autres espèces ne peuvent pas pousser dans un milieu salin. Vous voyez que l'adaptation aussi est très importante. Et donc, si on est à côté d'une rivière, on conçoit aisément que les axes définissant une niche écologique sont extrêmement nombreux et qu'on ne peut pas tous les atteindre. Ça, c'est très important. On parle ici que de 3, 4, là, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensions. 7 dimensions, mais déjà ici, pour une plante, on peut également parler des espèces, surtout les espèces, les interactions biotiques. Parce qu'une espèce présente dans un milieu forestier, cet arbre-là peut soit favoriser le développement d'une autre espèce, soit inhiber son développement. Donc ça aussi, c'est un effet. C'est un effet dans le cadre de la compétition. Et donc ça, il y a d'autres facteurs biotiques aussi qui interviennent pour réguler ou bien mettre de l'ordre dans un écosystème et le rendre en équilibre. Ainsi, on arrive à l'idée que la niche écologique concerne non seulement l'habitat d'une espèce, mais également ses relations avec les autres êtres vivants. Ce que certains auteurs appellent son métier. Donc, ça, je vous l'ai dit au début, je vous ai dit que une niche écologique, ce n'est pas uniquement les conditions qui règnent dans les milieux, c'est-à-dire les facteurs biotiques du milieu. Quand on parle de l'habitat d'une espèce, l'habitat c'est quoi? L'habitat d'une espèce, c'est le milieu où toutes les exigences de l'espèce sont disponibles, c'est-à-dire à quelle température elle est active, dans quel milieu, nature du sol, l'altitude, tout ça, c'est ce que représente un habitat. Par contre, la niche, ce n'est pas uniquement les conditions qui règnent, mais également ses relations avec les autres espèces qui existent. Et donc, c'est sa fonction, quel est le rôle de l'espèce dans le milieu. C'est ça la différence entre la niche et l'habitat. L'habitat, on peut la décrire, on peut dire qu'une espèce elle a besoin d'un habitat à température X avec un sol tel, donc on peut le décrire. Mais la niche, c'est une autre définition. Ce n'est pas uniquement les exigences de l'espèce, mais également sa fonction, bien son métier dans l'écosystème. Là, je vous donne des exemples uniquement pour élucider la niche des espèces. Et cette niche-là, elle peut être différente. Chez certaines espèces, la niche elle peut être différente en fonction de stade de développement. Et c'est l'exemple ici que vous avez des crapauds, mais également des papillons. Ici, un crapaud, les têtards, on sait bien qu'ils sont aquatiques, donc ils ont une niche aquatique, donc ils vont avoir une fonction dans le milieu aquatique, pas dans le milieu terrestre, du point de vue, c'est-à-dire le régime alimentaire, l'espace qu'ils vont occuper, les proies ils vont être proies à certaines espèces de poissons, certaines espèces de mammifères, donc ils ont un rôle complètement différent du stade adulte. Le stade adulte, lui, il est terrestre. Et donc, il a un autre habitat dans lequel il vit. Donc, vous voyez que ça peut changer d'un stade à un autre. C'est la même chose ici chez les papillons. On sait bien que les larves, ce sont des vers, des chenilles. Et donc, ces chenilles-là, ils vivent sur les arbres. Ils mangent les feuilles d'arbres. Par contre, un papillon, lui, il utilise les fleurs. Et il vole. Alors que la chenille ne vole pas. Donc, vous voyez que ils ont des rôles différents.
lui, c'est un pollinisateur. Donc ça, ce sont deux exemples qui vous montrent aussi que la niche écologique, il peut changer en fonction du stade de développement de l'espèce. Là, c'est des définitions, bien si vous voulez, des rappels de la notion d'habitat. Donc ça vous laisserait le temps. Donc là, une confusion fréquente est faite entre la niche écologique, là je viens d'en parler, et l'habitat. Ce dernier correspond aux emplacements particuliers où l'espèce considérée se rencontre, c'est-à-dire les conditions abiotiques qui rentrent dans le milieu. Par contre, la niche représente la fonction de l'espèce dans l'écosystème, c'est-à-dire qu'elle est son rôle dans l'écosystème. Là, on arrive à une notion très importante. Je vous ai parlé et je vous ai dit que une espèce, elle a un habitat. On peut décrire son habitat. On peut dire par exemple que l'espèce, il occupe fondamental de l'espèce, c'est-à-dire là où il peut vivre parce que les conditions sont favorables, et la différence avec la niche réelle, c'est-à-dire exactement l'espace qu'il occupe. C'est la niche où les conditions sont favorables pour l'espèce, c'est-à-dire c'est la niche fondamentale de l'espèce. Elle peut, si elle était toute seule, elle peut occuper bien tout cet espace-là, mais comme elle n'est pas toute seule, elle est entrée en compétition, bien en parasitisme, prédation, maladie, tout ça, ça diminue sa niche écologique ou bien son espace qu'il va occuper. Ça va être diminué avec la compétition, la prédation. Ça, je vais vous donner un exemple très simple. J'arrive à la... Ça, c'est un exemple très simple. L'espèce 1, ce qu'on appelle le Stamalus, par exemple, c'est des mollusques, elle peut occuper tout cet espace-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la niche fondamentale de l'espèce. Les conditions sont favorables pour que cette espèce-là occupe tout ce milieu-là. Cette espèce ici, il ne peut occuper que ce milieu-là. Donc les conditions du milieu, quand on a étudié les exigences et l'écologie d'espèces, on a dit que la première espèce, elle peut occuper tout l'espace. Par contre, la deuxième n'occupe que cet espace-là. Dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette espèce-là, la deuxième ici, elle est très compétitive, elle occupe bien son espace. Donc, voilà la niche réelle de l'espèce 1, de l'espèce 2. Par contre, l'espèce 1, avec la compétition avec l'espèce 2, elle a été éliminée de cette partie-là. Donc, il n'occupe que cette partie-là. Donc, ça, c'est une séparation. Donc, ils se sont séparés dans l'espace. L'espèce 1, elle occupe cette partie, et l'espèce 2, elle occupe cette partie. Alors que la niche fondamentale de l'espèce 1, elle peut aller jusqu'ici. Mais elle ne peut pas. Parce qu'à cause de la compétition, on a dit ici que la compétition, elle peut provoquer une réduction, bien entraîner une réduction de la niche écologique de l'espèce 1. Tout ça, c'est dans le cadre d'un équilibre entre les espèces avec l'autre espèce. Donc il a entraîné une réduction de son effectif. Là, pour les plantes, on parle plutôt de biomasse. On peut parler d'effectif, mais surtout de biomasse également. Donc là, vous voyez ici un schéma A où l'espèce elle est toute seule. Et ça, c'est des expériences qu'on peut faire facilement. On peut planter ici. Ce qui a été fait, c'est que quand on a planté l'espèce 1 toute seule, d'accord, il n'y a pas de compétition. La biomasse, vous voyez ici que, regardez, la croissance des plantes, il a dépassé les 1800. Et quand on a mis ici la même espèce, mais avec une autre espèce, c'est-à-dire il y a une compétition, vous voyez que la biomasse est là, c'est-à-dire même la taille des racines, la taille des feuilles. Regardez ici sur le schéma, là vous avez des feuilles qui sont très grandes, là c'est plus petit, même les racines sont plus petites, c'est pas un hasard, c'est la compétition. Donc l'effet de l'autre espèce sur cette espèce-là, c'est qu'elle réduit sa masse. Pourquoi? Parce que c'est une question d'énergie. Quand on a une production comme ça, c'est-à-dire que l'espèce elle a consommé beaucoup d'énergie, nitrate, azote, tout ce qui est dans le sol. Mais quand l'autre est avec elle, on assistera plus ou moins à un partage de ses ressources. Et donc la biomasse, elle a diminué. Et là, on a, par exemple, une biomasse qui est moins, qui ne dépasse pas les 1200. Vous voyez, c'est différent. Le développement, la croissance de l'espèce, elle a été affectée par la présence de l'espèce 2. D'accord? Donc ça, c'est des effets l'effet plutôt biotique entre les espèces. Et là, j'ai revenu ici, pas avec le groupe d'hier, je suis revenu sur l'exemple que j'ai cité la dernière fois, c'est l'eucalyptus. Ou bien que
pouvez également, je pense qu'on vous a parlé de ça en TP, c'est que l'eucalyptus c'est une espèce qui est très compétitive et libère une substance qu'on appelle la télétoxine qui inhibe la croissance des autres. Si on plante par exemple un eucalyptus ici, il peut complètement inhiber la croissance de cette espèce. Parce qu'il libère une substance, donc l'objectif de libération de cette substance, c'est d'empêcher les autres de pousser. Donc il est très compétitif dans le milieu naturel. Un autre exemple ici, cette fois-ci avec l'influence de la prédation. On a dit que les espèces ici, elles réduisent leur niche écologique sur l'effet de la prédation, compétition, parasite, limitation de recrutement. Et là, vous avez un exemple de prédation. Qu'est-ce que vous pensez de ce schéma-là? Là, vous avez l'espèce avec la présence de prédateurs, et là, vous avez l'espèce sans prédateur. Et là, vous avez le pourcentage de végétation, comment? Soit un milieu où il n'y a pas de végétation, soit un milieu où c'est très couvert, c'est-à-dire il y a beaucoup de végétation. Et vous voyez ici que quand le prédateur elle est là, cette espèce-là, elle occupe tout l'espace, depuis les milieux où il n'y a pas de végétation jusqu'à les milieux où il y a beaucoup de végétation. Alors que quand le prédateur n'est pas là, l'espèce, on la trouve uniquement dans la partie où il n'y a pas de végétation. Comment vous pouvez expliquer cela? Si vous voulez, l'explication c'est que l'espèce, afin d'éviter les prédateurs, il va aller se cacher dans la végétation. C'est pour cela qu'on a une répartition qui est, très large ici. Par contre, en l'absence de prédateurs, on la trouve uniquement dans le milieu dégagé. C'est une espèce qui préfère les milieux dégagés, mais pour échapper à la prédation, il va occuper d'autres espaces. Donc ici, la présence des prédateurs, il va influencer la répartition spatiale des proies. Vous voyez que les interactions entre les espèces, prédateurs, proies, parasites, tout ça, ça peut influencer la niche réelle ou bien utilisée par les espèces. Là, c'est un autre exemple avec influence croisée de la lumière, de photosynthèse, respiration, la profondeur et l'agitation. Vous savez que dans le milieu marin, vous avez les marées hautes, les marées, donc l'eau il monte, elle descend. Et si vous êtes dans un milieu marin, vous allez remarquer rapidement qu'en regardant uniquement au niveau des récifs, visuellement, vous pouvez distinguer que les algues, ils occupent des espaces différents en fonction de leur exigence. Et là, je vous donne le schéma très simple ici. Vous avez déjà vu ça au niveau de la mer, au niveau des plages, au niveau des récifs. C'est que la répartition ici des espèces, chacun, il occupe un espace bien déterminé en relation avec ses exigences par rapport à la marée. Il y en a des espèces qui vivent complètement dans l'eau, ils doivent être toujours émergés, donc on va les trouver ici. D'autres qui préfèrent ou bien qui peuvent rester aériens pendant une petite partie de la journée, donc l'eau il monte ici, mais il va descendre rapidement, donc il monte et il descend. Par contre, c'est quelquefois des espèces, on va les trouver à ce niveau-là parce qu'ils préfèrent plus un milieu aérien qu'un milieu marin, mais ils ont besoin de milieu marin. Et donc, cette partie-là ne peut être couverte que pendant les hautes marées. Vous savez qu'il y a les marées normales, puis les hautes marées. D'accord? Et quelquefois, l'eau il peut aller jusqu'ici, mais pas toujours. C'est distancé dans le temps. Donc, c'est différent de cette partie-là qui est émergée chaque jour. Puis après, on peut, cette partie-là, qui n'est pas émergée du tout, et donc au milieu. Donc vous voyez ici que la niche écologique, elle est surtout sous l'effet de facteurs abiotiques, mais également de facteurs biotiques. De facteurs, là je pense qu'il y a une erreur ici, ça c'est biotique, et ça c'est abiotique. D'accord, les facteurs abiotiques, tels que les facteurs physico-chimiques, la nature du milieu, et les facteurs biotiques, c'est les interactions avec les autres composantes de la biocénose. Et là, on arrive à un schéma
qui est très très important. J'ai un peu mis toutes sortes du stylo ici par rapport à hier. Ça, vous allez, quand je vais diffuser la vidéo, peut-être que vous allez voir ça. Ça, c'est une courbe qui représente un petit peu la tolérance de chaque espèce, ou bien d'une espèce par rapport à un facteur bien déterminé. C'est ce que vous avez ici, la tolérance d'une espèce par rapport à son milieu. Ici, si on atteint 46 degrés, par exemple, il va disparaître. Ça, c'est un schéma qui va gouverner, qui va être responsable de la présence ou l'absence de l'espèce. Donc, chaque espèce présente une courbe qui ressemble à ça par rapport à un facteur abiotique. N'importe quel facteur abiotique, chaque espèce a une zone de tolérance par rapport à la température, par rapport à l'oxygène, par rapport à la salinité, par rapport à... Donc, tous les facteurs chimiques ou bien physico-chimiques, l'espèce présente une zone de tolérance pour cette espèce, pour l'espèce. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la zone létale. Ça, c'est l'espèce, il n'est plus là, il disparaît parce que les conditions, elles ne sont plus favorables à l'espèce. Et donc, cette exigence de l'espèce, ou bien ce comportement d'adaptation de l'espèce par rapport à un facteur tel la température, il représente ce qu'on appelle sa valence écologique. Si on regroupe tous les facteurs de l'espèce, on va parler de valence écologique de l'espèce. Ça veut dire quoi la valence écologique de l'espèce? C'est ça. Donc c'est sa capacité à survivre dans des conditions bien précises. C'est sa capacité. Il y a des espèces qui présentent une grande valence écologique. Il y a d'autres espèces qui présentent une valence écologique qui est très réduite. Et donc ces espèces qui présentent une grande valence écologique, ce sont des espèces qui vont tolérer plusieurs conditions du milieu, et donc elles vont être cosmopolites à son milieu. Donc, ce qui est très important à noter, c'est que ce schéma-là, comme j'ai dit, il va gouverner la présence ou l'absence d'une espèce dans un milieu. Et quand on parle de perturbation, c'est quoi? Qu'est-ce qui affecte la perturbation? Quand on a une pollution, qu'est-ce que ça affecte la pollution? Ça affecte cette courbe. Si on sait bien, si on a une pollution thermique, c'est-à-dire que dans une rivière, on rejette de l'eau chaude. Elle est de plus en plus chaude, l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On a augmenté la température, donc on est passé dans cette partie-là. Donc au lieu d'avoir une température favorable pour l'espèce, on lui a créé une autre température plus chaude dans le milieu, donc l'espèce ne peut plus survivre. Donc on a disparition des espèces parce qu'on a modifié leur exigence écologique, on a modifié les conditions d'habitat dans leur milieu. Et donc chaque pollution, n'importe laquelle, pollution, perturbation, tout, ça affecte l'exigence ou bien la courbe de tolérance de l'espèce. C'est pour cela que quelquefois on parle, donc là je vais revenir à ça, on parle de facteurs limitants. Quand on a une pollution, c'est qu'on a mis en place un facteur limitant pour l'espèce. On a changé les conditions du milieu où il vit l'espèce de telle façon qu'elles sont devenues limitants. L'espèce ne peut plus pousser dans un milieu parce qu'il y a un facteur limitant, par exemple une température plus élevée par rapport à l'exigence de l'espèce. Et donc ça induit un déclin ou bien une élimination totale de l'espèce. Ici, je reviens sur ce schéma-là. Donc on a parlé de la valence écologique d'une espèce, représente sa capacité à supporter les variations plus ou moins grandes d'un facteur écologique. Elle représente la capacité à coloniser ou à peupler un biotope donné. Et là, si je prends toujours l'exemple de la température ici, vous avez 3 espèces et chacune a une capacité ou bien une valence différente par rapport à la température. L'espèce ici, il occupe cet espace-là de température, celle-là, c'est un autre espace, et celle-là, c'est un autre espace. Et il se peut qu'il y ait une espèce qui occupe de l'espace. Donc c'est une espèce qui a une capacité ou bien une valence écologique par rapport à la température qui est très importante. Ou bien on peut même trouver une espèce qui occupe uniquement cet espace-là. Donc vous voyez que les espèces ne présentent pas toutes les mêmes valences écologiques. C'est complètement
différent d'une espèce à une autre. Et quand j'ai dit au début que quand ils ont la même adaptation par rapport à un facteur écologique, pour pouvoir se séparer et ne pas entrer en compétition, ils vont se séparer à un autre niveau, à une autre dimension. Pas la température, ça peut être l'espace. Donc ça, c'est le plus important à dégager de ce schéma-là, c'est que cette espèce-là, qui présente une grande valence écologique par rapport à la température, on l'appelle une espèce eurytherme. Eurytherme, par rapport à la température-là. Cette espèce-là, qui présente une capacité très réduite, on l'appelle sténotherme. Et vous voyez ici, en général, on parle de ERS ou bien méso-S, c'est-à-dire moyen, on parlait de sténo-S. Et là, vous avez des nominations, c'est très important, par rapport aux différents facteurs. Là, c'est la répartition. Sténotope, ça veut dire que c'est une espèce qui présente une répartition très petite. Sténohalin, c'est une espèce qui présente c'est-à-dire qu'il vit dans un milieu où la salinité ne doit pas varier beaucoup. Oxybiante, c'est par rapport à l'oxygène, et terme, c'est par rapport à la température. Donc pour chaque facteur, on a soit que l'espèce est sténo, soit qu'il est euré, soit qu'il est méso. Là, je vous donne un exemple d'une espèce de libellule par rapport à la vitesse du courant. Là, c'est un autre facteur, la présence ou l'absence de l'espèce. Donc c'est un autre facteur abiotique. La densité de l'espèce, vous voyez, il change en fonction de la vitesse du courant. Plus la vitesse du courant est importante, plus l'espèce elle est dense. Mais à un certain moment, vous voyez que ça chute ici, avec cette vitesse très forte, l'espèce ne peut plus vivre. Sachant bien que les libellules, les larves, elles sont aquatiques. Les larves, elles sont aquatiques. C'est une espèce, c'est ce qu'on appelle les espèces semi-aquatiques. C'est la même chose que ce qu'on a vu, les crapauds, qui leur niche écologique, ils diffèrent entre la larve et l'adulte. La larve, elle est aquatique, l'adulte, elle est terrestre. La vitesse du courant, il va affecter également la température, ça affecte la densité de l'espèce. Il a un optimum ici, puis après, on a les températures. La niche écologique par rapport uniquement à ces deux facteurs-là, c'est à deux dimensions. Donc si on met la densité avec la vitesse du courant et la température, on obtient cette courbe-là. Cette courbe qui est à deux dimensions. Ce n'est pas une courbe à une dimension, c'est une courbe à deux dimensions. C'est-à-dire qu'elle tient compte aussi bien de la vitesse du courant que de la température. Et si on ajoute d'autres facteurs, on va arriver au schéma qu'on a vu ici. On a trois dimensions, température, pH et la disponibilité de la nourriture. Et on a notre habitat, uniquement sur trois dimensions. Donc vous voyez ici que pour déterminer l'habitat d'une population, on peut mesurer la réponse de cette population à la variable considérée en termes de densité, mais aussi en taux de fécondité, en vitesse de croissance, ou tout autre facteur de vitalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut, on peut utiliser ici, là on a utilisé la densité comme étant un paramètre pour mesurer la réponse de l'espèce par rapport à ces facteurs-là, mais au lieu de la densité, on peut utiliser également le taux de fécondité. C'est-à-dire quelles sont les conditions favorables pour un taux de fécondité important. Le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'individus que donne une femelle. Une femelle va produire, quand il est dans ces conditions-là, température ici, il va produire 1000 individus, ou bien 1000 nouveau-nés, ou bien 1000 œufs, quand il est ovipare, mais en s'éloignant de la température favorable, une femelle peut uniquement produire 500, parce que les conditions de température ne sont pas très favorables. Il tolère cette variation de température, mais je vous ai dit que l'optimum, il est là. C'est-à-dire que le préférendum, l'espèce, elle préfère ces milieux. Et ça, on va le voir quand l'espèce est dans son territoire. Une répartition spatiale de l'espèce qui occupe tout cet espace-là. Au centre, c'est là où on a les meilleures conditions pour l'espèce. Et plus on s'éloigne du centre, vers la périphérie, plus les conditions deviennent défavorables. Et quand on sort ici, les conditions ne sont plus favorables. D'accord? Donc cette courbe-là, vous pouvez l'appliquer comme ça. Le centre, c'est là où on a le préférendum thermique. Donc là, si vous voulez, je remets la courbe par rapport à l'espace occupé par l'espèce. D'accord? Donc là où l'espèce se développe bien, avec une densité importante, fécondité importante, croissance importante, tous les paramètres sont importants, c'est au centre de territoire. Et plus on s'éloigne, plus l'espèce elle est rare et devient même absente après un certain moment.